Bonjour tout le monde, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va d'ailleurs être un peu particulière car c'est assez rare pour le noter mais j'ai complètement changé de sujet au moment même de l'écriture. À la base, je voulais vous présenter plusieurs petites anecdotes autour du personnage de Luke Skywalker et puis finalement, en commençant à creuser autour de son acteur Mark Hamill, je suis tombé sur des anecdotes vraiment intéressantes, notamment sur sa vie ou sa carrière. Et je me suis dit que ça serait super cool de vous partager tout ça. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez découvrir comment Star Wars a tué Mark Hamill. Mark naît en 1951 à Oakland en Californie. Il a ensuite la chance de pas mal bourlinguer avec ses parents, notamment au Japon, où il vit quelque temps avant d'entamer des études d'art dramatique. Ce qui lui permet de décrocher quelques petits rôles à la télévision, notamment dans le film Sarah Travis, portrait d'une adolescente alcoolique, réalisé par Richard Donner, qui réaliserait plus tard des petits films comme Superman, Les Goonies ou bien encore les 3 premiers L'Arme Fatale. Mais la véritable aventure commence réellement en 1976 lorsque Mark Hamill, déjà grand fan d'American Graffiti, le premier vrai long métrage de George Lucas, décide de participer à un casting pour son prochain film, où il fait d'ailleurs la rencontre d'un certain Harrison Ford. Mais on va pas trop s'attarder là-dessus, car vous connaissez sûrement cet aspect de la vie de Mark Hamill, et d'à quel point le tournage de Star Wars a été calamiteux. Cependant, ce que vous ignorez sûrement, c'est qu'au même moment, l'acteur avait également été auditionné pour un autre rôle qui aurait pu devenir important dans sa carrière pour la série 8 ça suffit. Puisque Mark avait même pu déjà y jouer un rôle dans le pilote de cette série et ainsi signer un contrat de 5 ans pour y figurer dans toutes les prochaines saisons. Cependant, de son côté, le vent avait un peu tourné et il ne tenait plus vraiment à s'engager pour une si longue durée car le tournage de Star Wars avait clairement sa priorité. Ce qui a donc pu engendrer quelques tensions avec les équipes de production de la série, et tandis que le studio de prod était plutôt d'accord pour le libérer de ses obligations, la chaîne ABC, quant à elle, qui avait commandé la série, n'était pas du tout de cet avis, et il a donc fallu batailler, ce qui a mis une énorme pression sur le mental du jeune acteur. Et on en vient donc ensuite à cette terrible histoire de l'accident de voiture. Car oui, Mark est malheureusement victime d'un accident de voiture au début de l'année 1977, quelques mois seulement avant la sortie de Star Wars. Il est difficile d'avoir des informations concrètes de celui-ci, mais d'après Hamill, il devait certainement rouler trop vite et avait dû mal négocier un virage, ce qui avait fini par l'envoyer dans le décor. Il ressort donc avec une fracture du nez et de la joue, mais ne reprend conscience de tous ces événements que bien plus tard, lors de son réveil à l'hôpital. Car comme pour beaucoup et dans une sorte de résilience, pour nous protéger de nous-mêmes, notre cerveau peut nous faire oublier certains événements difficiles de nos vies et c'est ce qu'on peut constater chez l'acteur, pour qui cet accident est un véritable trou noir. Il en ressort donc que cette expérience l'a profondément traumatisé, car à son réveil, il avait vite pu constater de l'état de ses blessures et que c'était pas joli à voir. On lui a ainsi présenté un miroir dans lequel il a pu se redécouvrir et comprendre en quelques instants à peine que sa carrière au cinéma était désormais terminée. Ce qui le bouleverse profondément. Et on ne peut que le comprendre, car même si à ce moment-là il ne peut pas avoir la moindre idée du carton que va être Star Wars, il sait qu'il n'en est qu'au début de sa carrière, qu'il a toute sa vie devant lui. Et voir son visage être ainsi endommagé, car il est important de noter qu'il va devoir ensuite faire avec toute une partie de son visage qui reste paralysée suite à cet accident, et donc que tout cela se produise à un moment si crucial pour sa carrière, voilà que le destin le foudroie alors qu'il était sur le point de véritablement prendre son envol. Il y a de quoi désenchanter. Mais durant son rétablissement, Mark va recevoir la visite d'une personne que vous ne connaissez sûrement pas, Diana Hyland, une actrice qu'il avait pu rencontrer sur le tournage du pilote de la série télé évoquée plus tôt, et qui vient donc le voir et qui le fait sortir de son marasme et de son apitoiement. Ce qui redonne un vrai coup de boost au moral de Mark Hamill, qui est en plus touché par la venue de cette actrice. Mais ce que celui-ci ignore encore à ce moment-là, c'est que Diana est quant à elle très gravement malade. En effet, on lui a diagnostiqué un cancer du sein 1 an plus tôt, et quelques jours à peine après sa visite, celle-ci laisse échapper son dernier soupir à seulement 41 ans. Alors je ne la connaissais pas avant de faire mes recherches, mais quelqu'un qui trouve cette énergie pour être l'épaule sur laquelle on peut tous s'appuyer, alors qu'elle aurait toutes les raisons du monde de ne pas être là à ce moment précis, franchement, ça force le respect et l'admiration. Et ça,
ça n'a pas échappé à Mark Hamill, qui reste marqué par cette histoire. Surtout qu'à l'inverse, très peu des autres personnes qui avaient bossé avec lui sur la série ont fait l'effort de l'appeler ou de prendre de ses nouvelles. Quelque chose qui lui ferait encore mal au cœur des années après. Mais heureusement pour lui, la sortie de Star Wars arrive et le monde bascule complètement. Mark Hamill devient une superstar, même si évidemment les critiques cinéma de l'époque ne se montrent pas tendres avec le long métrage de Lucas, qu'ils accusent pour certains d'avoir fait perdre son prestige ou ses lettres de noblesse à la SF données notamment par un certain Kubrick avec 2001 l'Odyssée de l'espace. Et en dehors d'Alec Guinness, déjà auréolé d'un Oscar en 1958 et même carrément nommé pour son rôle d'Obi-Wan, les critiques ne se montrent pas très élogieuses avec les nouveaux acteurs. Mais avec tout ça, Mark comprend quand même très vite qu'il ne pourra jamais plaire à tout le monde, alors tant que de son côté il estime que son travail est bien fait, eh bien il n'en demandera pas beaucoup plus. Cependant, alors que son contrat ne prévoyait pas un quelconque pourcentage du box-office, c'est George Lucas lui-même qui fera le choix de lui en accorder un a posteriori, et dans un monde aussi diabolique et égoïste que celui du cinéma, un tel acte, ça reste à saluer. Mais en attendant, le problème reste le même pour Mark. Une partie de son visage est toujours paralysée, et il sait bien que cela va handicaper ses performances d'acteur. Sans compter que quelques temps plus tard, un petit génie de la chaîne CBS décide de proposer à George Lucas de faire une émission spéciale pour sa chaîne avec pour thème Star Wars. Ce que celui-ci va d'abord accepter, mais très vite, lui et ses équipes vont se rendre compte qu'ils n'ont pas le temps de gérer tout ça, étant donné que la mise en chantier de l'Empire contre-attaque doit se faire au plus vite. Et c'est donc des scénaristes et réalisateurs engagés directement par la chaîne télé qui se chargent de produire cette chose qu'on appelle le Holiday Special. Même si on peut tout de même préciser que c'est Lucas qui leur a imposé de centrer l'émission sur une famille de Wookiees, sans que leur langage ne soit sous-titré. Quand on sait ça, j'en viens presque à me demander si George Lucas ne foutait pas un peu de leur... Mais bref, les acteurs originaux font donc leur retour, et Hamill de son côté doit être maquillé en plus d'être éclairé d'une autre façon, afin qu'on ne remarque pas trop ses cicatrices encore récentes. Et en bref, le résultat est catastrophique, on va pas revenir là-dessus. Néanmoins, cela servira de leçon à Lucas, qui deviendra ensuite beaucoup plus contrôlant, plus protecteur avec ses jouets, refusant souvent que d'autres que lui ne s'amusent avec. Et après un tel traumatisme, ça se comprend. Mark de son côté, et pour éviter d'être trop vite catalogué comme étant uniquement Luke Skywalker, essaye vite de retrouver les plateaux de tournage. Il joue ainsi dans le film Corvette Summer en 1978, puis dans Au-delà de la gloire en 1980. Mais revenons-en au tournage de l'Empire contre-attaque. Vous avez sûrement entendu 1000 fois la légende qui prétend que l'attaque du Wampa aurait été ajoutée pour justifier de la légère déformation du visage de l'acteur, et c'est d'ailleurs quelque chose qui ne m'avait jamais réellement marqué quand j'ai vu les films enfants, mais en plus apparemment toute cette anecdote serait fausse, et ce passage n'aurait rien à voir avec l'accident vécu par l'acteur. Mais ce qui est assez ironique finalement dans toute cette histoire, c'est que si la suite de la carrière de Mark Hamill s'est révélée très compliquée, c'est tout simplement car son visage était justement devenu celui de Luke Skywalker. C'était sa crainte et c'est bien ce qu'il s'est produit. Après Star Wars, il n'était plus Mark Hamill. Il était devenu le chevalier Jedi de Star Wars. Et pour quelqu'un qui avait peur que sa carrière s'arrête à cause de ses blessures, voir que celle-ci est désormais entravée justement à cause de son visage mais dans son entièreté, la vie sait être sacrément ironique. Quelle ironie! Et oui, car d'après les différents producteurs ou directeurs de casting qu'il a pu côtoyer ensuite, cet état de fait va l'empêcher un sacré paquet de fois de décrocher des rôles qui auraient pu être importants, car ceux-ci étaient persuadés que le public ne verrait que Luke Skywalker à l'écran et non pas le nouveau personnage. Mais ce n'est pas le seul élément qui a transformé l'identité de Mark Hamill pour le grand public. En effet, vous ne le savez peut-être pas, à moins d'avoir déjà épluché des bouquins d'analyse ou des documentaires sur George Lucas, mais ce dernier, en créant le personnage de Luke Skywalker, s'est appuyé sur un essai de l'auteur Joseph Campbell, le héros aux 1001 visages. Un ouvrage dans lequel l'auteur peut nous expliquer sa théorie de ce qu'il nomme le monomythe. D'après Campbell, la majorité des mythes présents à travers le monde partagent une structure similaire, qu'il a ainsi tenté de schématiser et de résumer avec ces mots. Un héros s'aventure à quitter le monde du quotidien pour un territoire aux prodiges surnaturels. Il y rencontre des forces fabuleuses et y remporte une victoire décisive. Le héros revient de cette mystérieuse aventure avec la faculté de conférer des pouvoirs à son prochain. Il y décrit bien sûr également tout un tas d'étapes qui viennent parsemer le voyage du héros,
comme la rencontre avec un personnage plus sage qui le prend sous son aile avant de le laisser voler de ses propres ailes. Bref, vous le comprenez bien, l'histoire de Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir est complètement calquée sur le monomythe tel que présenté par Campbell. Si bien que dans les rééditions de cet ouvrage, Luke Skywalker sera de temps à autre présent sur la couverture. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi George Lucas a fait ce choix, et j'y vois au moins 2 réponses possibles. La plus évidente, c'est que le monomythe a fait ses preuves. Ce sont des histoires qui se sont transmises de génération en génération depuis des milliers d'années, et en adoptant un tel schéma, Lucas avait à sa portée une solution disons de facilité, qui avait donc déjà fait ses preuves. Et puis la seconde réponse, c'est qu'au départ du monomythe, le héros est quelqu'un de tout à fait normal, avec une vie totalement ordinaire. Luke n'est donc qu'un jeune homme qui rêve d'aventure, alors que sa vie sur Tatooine le condamne presque à devenir fermier et guère plus. Or, ce type de personnage était totalement le reflet du public que Lucas espérait toucher avec son film. Alors ça ne veut pas dire qu'il comptait seulement sur les jeunes garçons pour le voir, et la preuve en est que bien des femmes ont pu surkiffer le film à l'époque au point même d'en faire des cosplays, ce qui était encore plus difficile à ce moment-là car personne n'avait les moyens de regarder le film en boucle à la maison. Cette petite parenthèse pour vous dire au final que cette histoire d'identification du spectateur au personnage principal ne peut pas, selon moi, n'être résumée qu'au genre du personnage. Homme, femme, peu importe, si la chose est bien faite, n'importe qui peut s'imaginer à la place d'un jeune adulte qui espère vivre de grandes aventures. Et je trouve à titre personnel qu'en ce moment, on manque peut-être un peu de messages dans les films qui seraient certes plus simples mais aussi diablement plus efficaces. Et qu'avoir un héros qui nous fait juste rêver tout en étant positif, ça ferait du bien à tout le monde. J'ai bon espoir que le Superman de James Gunn puisse répondre à cette attente. Mais bref, là je commence à digresser un peu trop. Donc revenons-en à notre sujet. Après ces quelques revers, Mark a pu tenter de faire basculer sa carrière et de s'éloigner de son image de gentil chevalier Jedi, notamment en montant sur les planches de Broadway dans les années 80, où il joue le rôle de Mozart dans la pièce Amadeus, qui donnerait ensuite un film du même nom l'année suivante, où Mark espère justement conserver son rôle, malheureusement ce n'est pas le cas. Hamill prend donc une longue pause avant de retrouver les plateaux de tournage, même si peu de ses nouveaux rôles marqueront l'histoire. On peut tout de même citer le cas un peu rigolo du film de SF Wing Commander réalisé par Chris Robert, un nom que vous connaissez peut-être puisqu'il s'agit également de l'homme derrière le célèbre jeu vidéo Star Citizen. Et on retrouvera d'ailleurs Mark Hamill dans Squadron 42, le jeu solo tiré de Star Citizen, et pour étirer l'anecdote encore plus loin, on peut aussi noter que la musique de ce film nous provient d'un certain Kevin Keener, que vous connaissez peut-être sans le savoir puisqu'on lui doit toutes les musiques de Star Wars The Clone Wars, de Rebels, ou bien encore plus récemment de la série Ahsoka. Le monde est vraiment tout petit. Bref, la carrière de Mark Hamill est au point mort au cinéma, si l'on exclut peut-être Le Village des Damnés de John Carpenter, où il partage l'écran avec Christopher Reeve, rien de moins que Superman. Mais on le voit ensuite quand même apparaître à la télévision dans quelques séries télé, comme notamment The Flash, où il y joue un antagoniste très coloré et un peu loufoque, Trickster, qu'on retrouvera d'ailleurs bien plus tard sur la chaîne CW dans la nouvelle série The Flash, où il reprend donc effectivement ce même rôle. Quoi qu'il en soit, c'est dans un tout autre domaine que Mark va réussir à briller de nouveau. Car si son visage n'est plus accepté par les producteurs, alors il va utiliser un autre de ses grands talents, sa voix. Mark Hamill a toujours eu un pied dans le doublage. Il prêtait déjà sa voix au tout début de sa carrière à tout un tas de personnages de dessins animés, mais tout va véritablement changer en 1992 lorsqu'un certain Tim Curry est engagé pour interpréter un méchant d'une nouvelle série animée, mais que l'un des producteurs n'est pas convaincu par sa performance, et c'est là que Mark Hamill entre en scène. Vous l'aurez bien compris, on parle bien sûr de la série animée Batman. Mais attendez, car à la base, c'est le rôle de Ferris Boyle que l'on confie à Hamill. Mais ce dernier tente quand même sa chance lors du nouveau casting pour remplacer Curry, où on lui donne comme seule consigne de ne pas chercher à imiter Jack Nicholson. Et après avoir convaincu l'ensemble de l'équipe et les avoir persuadés qu'il était capable de chanter, car dans le premier épisode durant lequel apparaît le Joker, celui-ci va pousser la chansonnette. Jingle bells, Batman smelt, Robin laid an egg. The Batmobile lost the wheel and the Joker got away. Et donc c'est ainsi finalement que Mark Hamill décroche enfin son deuxième plus grand rôle, après celui de Luke Skywalker avec le Joker.
Un rôle qu'il a donc pu décrocher en piochant notamment dans son expérience du théâtre et plus particulièrement de la pièce où il avait joué Mozart, à qui il avait donné un rire assez inoubliable. C'est ainsi que le rire du Joker devient à nouveau un véritable marqueur de la personnalité du personnage, puisque d'après Hamill, le rire est comme un instrument pour le Joker, et en fonction de la tonalité de celui-ci, on peut deviner son humeur. Et c'est ainsi que Mark est parvenu à péniblement se débarrasser de cette seule étiquette de Luke Skywalker qu'on lui avait accolée. Après cela, le monde du doublage s'ouvrira complètement à lui permettant de travailler pour tout un tas de dessins animés que vous connaissez sûrement, comme la plupart des séries Marvel de l'époque, Samurai Jack d'un certain Genndy Tartakovsky qu'on retrouverait plus tard dans la série Clone Wars en 2D, ou bien encore dans plusieurs épisodes spéciaux de Scooby-Doo. Et pour aller plus loin encore, sachez qu'il fait quelques petites voix dans The Clone Wars, comme notamment celle de Dark Bane dans la 6e saison. Même si c'est bien sûr son rôle de Joker qui continuera et qui continue encore de l'accompagner de nos jours, puisqu'il lui prête encore sa voix, que ce soit dans les différents animés et bien sûr dans les jeux vidéo Arkham. Bon, après ça l'a pas empêché non plus de doubler dans d'autres chefs-d'œuvre tels que le jeu Gabriel Knight que vous connaissez sûrement grâce à la vidéo du joueur du grenier. C'est horrible. Mais faut croire que la France n'a pas du tout eu le même budget pour réaliser le doublage. Et tiens, pour l'info, Mark Hamill prête également sa voix à Wolverine dans l'adaptation du 2e film et est également la nouvelle voix de la terrible poupée Chucky dans les dernières adaptations. Enfin, pour boucler la boucle, Mark Hamill reprend bien sûr son rôle dans la postlogie Star Wars, ce qui lui permet de revenir véritablement sur le devant de la scène, notamment grâce à son très bon acting dans Star Wars 8, et de décrocher des petits rôles à droite à gauche, comme dans Kingsman ou la série Nightfall, où il y joue encore un chevalier, mais qui cette fois-ci s'éloigne beaucoup de l'image que l'on pouvait avoir de celui que tout destinait à naître, que Luke Skywalker. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo au style assez inhabituel vous aura plu. J'ai vraiment adoré explorer l'histoire absolument rocambolesque de ce cher Mark Hamill, qui nous prouve une fois encore que rien n'est jamais gravé dans le marbre et que chacun peut prendre le temps qu'il souhaite ou que la vie lui donne avant de trouver sa voie. Ouais, il y a un petit jeu de mots, mais c'était pas voulu. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous encourage vraiment à la liker, à la partager autour de vous, à me le dire dans les commentaires aussi, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, je vous encourage à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!